sommes toujours le vendredi 3 octobre, il est 11 h du matin, et je voudrais vous parler, toujours un peu dans cette suite de réflexions sur la créativité, le génie, la nouveauté, l'innovation. Il me semble que c'est vraiment un impératif que d'innover pour une société, c'est-à-dire pour être ouverte à l'innovation. Parce que innover, c'est bien, quelqu'un peut innover, mais si personne n'entend ce qu'il fait, ou n'écoute ce qu'il fait, ou ne tient compte de ce qu'il fait, c'est pas très heureux. Mais une société, je dis bien, le devoir d'une société est d'innover. Et pour innover, il faut qu'elle soit à l'écoute des innovateurs. C'est une sorte de logique. Et je pense qu'on n'a pas toujours ce souci de l'innovation. D'aller plus loin, d'aller au-delà de ce qui a été déjà acquis, au-delà des acquis. Par exemple, dans les cafés philo auxquels je participe actuellement, je ne sais pas si cette problématique d'aller au-delà des acquis est flagrante et centrale. J'en doute. Or, à mon avis, toute réunion est en attente d'innovation. Qu'est-ce qui n'a pas encore été dit? Qu'est-ce qui n'a pas encore été fait? Quel procédé n'a pas encore été utilisé? Moi, il me semble que ce n'est pas la peine de prendre la parole pour dire des choses qui sont déjà dites, qui sont déjà connues. Alors, vous m'objecterez, encore faut-il savoir ce qui a déjà été dit. Alors, on peut déjà regarder ce qui est dit dans le groupe, qu'est-ce qui est en train de se dire, et dire bon ça se dit, mais qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ou bien, effectivement, il faut avoir une connaissance encyclopédique de ce qui a été dit dans un certain domaine. Et je crois que dans la vie, il faut réagir à deux choses. D'une part, aux incohérences, et d'autre part, aux nouveautés. Ce sont nos deux exigences d'écoute et d'acuité. Réagir à l'incohérence, quand on entend quelque chose qui ne tient pas debout, qui est contradictoire, et réagir à la nouveauté en disant tiens, ça n'a pas encore été dit, tiens, ça change un peu les perspectives. Dans un cas, il s'agit d'une alerte à ce qui est problématique, ce qui est menaçant, ce qui est gênant, c'est-à-dire l'incohérence. Dans notre cas, c'est une alerte positive, cette fois, en disant ah, voilà quelque chose de nouveau, ça n'a pas été dit comme ça, ou ça n'a pas été vu comme ça vaut la peine de l'entendre et de développer. Or, je crains que malheureusement, ce principe de nouveauté, cette écoute, cette soif, cette faim de nouveauté, d'innovation, dans tous les domaines, n'est pas la chose du monde la mieux partagée. Prenons le cas de la musique. Est-ce que les gens qui vont à un concert écouter du Beethoven sont en quête de nouveauté? Je ne suis pas certain. Même si tel interprète peut être remarquable, est-ce qu'on peut réellement avoir conscience de percevoir, capter une quelconque nouveauté? Alors ça peut être nouveau pour la personne qui l'entend, c'est pas mal. Si elle écoute beaucoup de choses, elle peut dire ça je l'ai déjà entendu, ça je ne l'ai pas encore entendu. Quelqu'un qui entend pour la première fois quelque chose dans un certain domaine, il est mal placé pour déterminer la dimension de nouveauté de la chose, on est bien d'accord là-dessus. L'expérience, ici, en effet, nous permet de nous faire une idée de ce qui est nouveau, de ce qui n'a pas encore été dit. Sans expérience, c'est difficile. Cela dit, le groupe peut coordonner, peut combiner ces expériences et l'un dans l'autre arriver à se dire consensuellement que ça c'est nouveau. Parce qu'il y a des expériences des uns qui viennent combler les inexpériences des autres. Et au bout du compte,
un café philo devrait se terminer sur cette idée de qu'est-ce qui a été dit de nouveau, ou qu'est-ce que nous croyons avoir été dit de nouveau. Et à ce moment-là, il serait intéressant qu'au lendemain du café philo, après le café philo, puisque nous avons maintenant Internet, etc., que d'une fois sur l'autre, on aille se demander, voilà, on a dit que ça c'était nouveau, est-ce que c'est vraiment nouveau? Et que la fois suivante, on dise, bah, finalement, non, ça avait déjà été dit, ou pas. Donc c'est là qu'il faudrait aussi un enchaînement des sessions, d'une fois sur l'autre. Parce qu'on peut ne pas... On peut aussi, pendant que le café philo se développe, la session de 2 heures, on peut aussi aller regarder sur Internet. Et quelqu'un dire, ah ben finalement, ce que vous avez dit là, non, donc ça a déjà été dit. Mais quelle est l'importance de l'innovation, si vous voulez, hein, c'est la question que je poserai pour conclure. Quelle est l'importance de l'innovation? Est-ce que c'est vital pour une société d'innover, tout comme est-ce que c'est vital pour une société de chasser ce qui est incohérent, ce qui ne tient pas debout, ce qui ne tient pas. C'est toute l'importance du vivant, quelque part. Par exemple, dans le domaine scientifique, dans le domaine, par exemple, de la soutenance des thèses de doctorat, il est clair que l'innovation est fondamentale. On ne soutient pas une thèse pour dire des choses, notamment dans le domaine scientifique, qui sont déjà connues. Et même dans le domaine philosophique. Et même dans le domaine historique. Ça n'a aucun sens. Les gens qui soutiennent des thèses sont des gens qui doivent avoir développé un sens aigu de la nouveauté, de l'inédit, de l'inouï. Bon, des gens qui ne font qu'un mémoire de maîtrise ou de DEA, éventuellement, n'ont peut-être pas encore développé cette exigence de nouveauté et de renouvellement. Mais la qualité qu'il faut absolument développer chez les gens, au niveau de l'éducation, en fin de parcours, c'est bien la question de la nouveauté. C'est ce devoir de nouveauté, ce devoir de quelque chose qui n'a pas encore été entendu, qui n'a pas encore été prononcé, proféré. C'est une forme de prophétie. Qu'est-ce que c'est que le prophète, sinon quelqu'un qui dit quelque chose qui n'a pas encore été dit, qui annonce quelque chose qui n'est pas encore advenu, en tout cas. Donc, la connaissance dont je parlais l'autre jour, la culture générale, la connaissance, le fait d'avoir des nombreux repères, d'avoir des possibilités de recrutement, c'est aussi la garantie qu'on va pouvoir porter un jugement sur la nouveauté. Quelqu'un qui est mélomane, par exemple, qui a entendu beaucoup de choses de très nombreux compositeurs, peut dire que telle musique est nouvelle. Mais s'il ne connaît pas les recherches musicales actuelles, et qu'il tombe par hasard sur une musique nouvelle, il ne saura pas si elle est réellement nouvelle. Il faut toujours contextualiser, c'est-à-dire qu'il faut situer ce qu'on nous propose et savoir ce qui a déjà été mis en place dans ce créneau-là. On ne passe pas d'un créneau à l'autre, on ne passe pas de Beethoven à Messiaen ou à Cage. Donc, moi par exemple, je fais de la musique, je compose. Mais qui est-ce qui est capable d'apprécier ma musique? Les gens qui disent, oh ben j'aime bien, oui, c'est ceci, c'est cela. Mais non, ça ne suffit pas. La musique est un langage. Si je demande à quelqu'un qui ne connaît pas la langue française de lire un texte que j'ai écrit en français, ça ne va pas très loin. Eh bien, c'est la même chose. Ce n'est pas un langage complètement individuel, j'entends bien, un langage n'est pas individuel. Un langage est celui d'une certaine génération, celui d'une certaine population. Bon. Moi, je m'inscris dans la musique contemporaine par rapport à des choses. Je m'inscris dans une musique de percussion, jusqu'à mesure. Bon. Il est évident que c'est par rapport à cela qu'il faut juger mon travail musical.
C'est pas par rapport à des références d'un autre siècle, d'autres siècles. Donc là, il y a une connaissance qui est nécessaire. Parler d'expérience. Je ne peux juger de la nouveauté qu'au nom d'une certaine expérience de ce qui se dit, de ce qui se fait. Et de ce qui s'est fait et s'est dit. Bon. Donc, dans le cadre d'un café philo, puisque on a quand même ce débat, il me paraît que c'est intéressant de situer ma vidéo dans le cadre d'un café philo, puisque je suis en réflexion sur l'idée peut-être d'un nouveau café philo que je pourrais proposer tôt ou tard, en regardant justement ce qui se fait dans le domaine des cafés philo. Là encore, il y a un problème de nouveauté. Mais oui. Mais bien sûr. Je ne peux pas proposer quelque chose dans le domaine du café philo si je ne sais pas ce qui se pratique dans les cafés philo. Et ce qui ne se pratique pas. Et ce qui manque. Et ce qui fait défaut. Et moi, je forme ce diagnostic en ayant écouté beaucoup de gens. Cette question de le café philo est là pour prendre conscience de ce qui est déjà connu et de ce qui n'est pas encore connu, de ce qui a déjà été dit et ce qui n'a pas été dit. Est-ce que cette question-là est au cœur des cafés philo actuels à Paris? Moi je dis probablement pas. Et c'est bien un tort. Et c'est justement ce que je vais proposer. Je propose un café philo où dans un premier temps, on fait un état de la question, c'est-à-dire que l'on se contente de dire ce qui a été déjà proféré, prononcé. Voilà, je sais pas, je prends par exemple le domaine du langage, voilà, le langage, ceci, cela, le mariage, ceci, cela. Voilà, dans tous les domaines, on peut faire un état de la question pendant une demi-heure de tout ce qui ce qui vient à l'esprit quand on parle d'un certain sujet. Et ensuite, dans un deuxième temps, dire, voilà, qui est-ce qui propose quelque chose de nouveau? Qu'est-ce qu'on peut dire de nouveau? Qu'est-ce qu'on peut élaborer de nouveau, créer de nouveau, par rapport à cet état de la question, qui n'est peut-être pas d'ailleurs parfait. Il est tributaire des gens qui sont là, et de ceux qui s'y connaissent quelque part. Voilà la question qui se pose. Et philosopher, est-ce que philosopher, ce n'est pas justement cette quête de la nouveauté? Grave question. Peut-être bien que si. Est-ce que la recherche de la sagesse, de la Sophia, ça n'est pas d'abord cette mise en perspective du savoir, de la conscience, du discours, en prenant de la hauteur, en élevant le débat, en prenant la distance, en disant voilà ce qui est dit actuellement, voilà où ça en est. Est-ce qu'on ne peut pas aller plus loin?